et bienvenue dans l'émission Passé-Présent, une émission dirigée par Philippe Conrad. Philippe, bonjour. Et Bonjour aujourd'hui, Marie-Thérèse. vous allez évoquer la constitution des frontières en Afrique. Oui, pourquoi ce sujet des frontières africaines? Parce que nous sommes dans une actualité brûlante avec les interventions françaises, notamment au Mali et en Centrafrique. On mesure bien, on évalue bien la faiblesse d'un certain nombre de ces États africains nés de l'indépendance. Et un point important pour comprendre cette situation, c'est le tracé des frontières tel qu'il a été établi entre ces différents États africains. Et alors, quand ont-elles été Alors, établies, ces alors si frontières? l'on Recule dans le si temps, l'on là. recule dans le temps, il faut remonter à 1963, la conférence fondatrice de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue depuis l'Union africaine, conférence fondatrice qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Et là, vous avez 30 chefs d'État de pays qui ont accédé plus ou moins récemment à l'indépendance, qui vont se mettre d'accord pour admettre que dans le cadre de l'organisation qu'ils viennent de créer, il y a une égalité de souveraineté entre tous les participants, il y a un principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures et il y a surtout un principe d'intangibilité des frontières. Parce que les dirigeants africains de l'époque ont bien compris que si à la faveur des indépendances, on remet en cause les frontières issues des tracés coloniaux, eh bien on a un risque de balkanisation de l'Afrique. Alors cette situation, elle a quand même évolué depuis, parce que nous étions là en 1963, 30 ans plus tard, et paradoxalement, c'est en Éthiopie que ça arrive. Il y a une partie de l'Éthiopie de l'époque, à savoir l'Érythrée, qui va acquérir son indépendance. Il y a quelques années, c'est le Soudan du Sud qui a fini, après une guerre civile qui a commencé dès l'indépendance, pratiquement dès 1960, et bien, qui a réussi aussi à obtenir son indépendance. Et l'on sait que dans divers pays, il y a des mouvements sécessionnistes, c'est le cas notamment au Mali avec les populations touareg du Nord. Il y a d'autres pays qui sont des pays multiethniques où la question se pose, et il apparaît clairement que de ce point de vue, les frontières africaines ont souvent un caractère artificiel dans le cadre de beaucoup d'États. Dans certains États, c'est une ethnie dominante qui s'impose aux minorités qui sont à sa périphérie. On a affaire en fait à des découpages territoriaux qui n'ont guère tenu compte des réalités ethniques et Oui, parce historiques. que comment ont-elles été fixées, alors, ces frontières? Alors, d'abord, Compliqué, oui. il faut rappeler que la notion de frontière dans l'Afrique précoloniale n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous Oui, ce que avons nous connu entendons, nous, oui. chez nous. Hein. Les pouvoirs politiques en Afrique, ou les empires, on a pu dire, ou les royaumes africains, ils ont eu des frontières, des limites extrêmement fluctuantes. Ce sont des organismes politiques assez élémentaires. Et puis, une ethnie plus puissante que ses voisines va donc s'étendre, s'imposer pour un temps donné. Généralement, c'est assez court, hein, un siècle parfois. Alors, c'est lié aussi aux circonstances. Hein. Un prédicateur religieux qui va mobiliser des forces derrière lui. Je pense à un Ousmane Dan Fodio et les migrations Peul dans l'ex-Soudan français au XIXe siècle. Ça peut être le célèbre chef zoulou Tchaka qui va constituer l'empire zoulou en Afrique australe. Mais tout cela, ça correspond à des phénomènes d'expansion, mais ça ne s'inscrit pas dans une logique de type européen avec des bornes frontières, et puis derrière tout cela, avec des cartes pour Précise, sanctionner, oui. ce découpage. Alors évidemment, la colonisation est intervenue derrière tout cela. Pendant peu de temps, il faut toujours le rappeler, la colonisation en Afrique noire, c'est à peine un siècle, hein. C'est 4 générations, pas plus. Ça a été une séquence assez courte de l'histoire de l'Afrique, ce que l'on a tendance à oublier, hein, ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui certaines tendances lourdes de l'histoire africaine qui ont été stoppées, transformées par la colonisation, sont de nouveau de retour. Hein. Au début, les puissances coloniales s'installent généralement sur les côtes, ont des points d'appui,
à partir de là, constitue une zone d'influence, mais se préoccupe peu de fixer des frontières. Les choses vont changer au tournant des années 1880, quand va se produire ce qu'on va appeler le Scramble for Africa, l'armée vers l'Afrique pour le partage de l'Afrique. La France s'empare de la Tunisie, impose son protectorat en 1881. L'Angleterre, à la même époque, s'impose en Égypte. Eh bien, pendant la vingtaine d'années qui va suivre, eh bien, le continent africain va se trouver divisé, et cette fois avec des frontières établies par les puissances européennes. Il restera encore quelques cas, quelques exceptions. Le protectorat marocain ne sera établi par la France qu'en 1912, et l'Éthiopie conservera son indépendance, on le sait, jusqu'aux années 1930. En fait, ces frontières coloniales sont le fruit, le résultat de décisions qui sont avant tout prises dans les chancelleries européennes, dans les grandes capitales européennes. L'avis des coloniaux qui sont engagés sur place, qui ont une connaissance de terrain, n'est pas souvent prise en compte. Les motivations qui poussent les États européens dans ce domaine, c'est le souci du prestige national, c'est l'idée qu'il faut absolument se trouver quelque part avant un rival, un compétiteur éventuel. Ça peut être tout simplement une affaire de compensation, c'est important de le rappeler, on a de nombreux exemples. On voit bien comment Pierre Laval, en 1935, il s'entend avec les Italiens pour leur donner ce qu'on appellera la bande d'Aouzou au nord du Tchad, pour la rattacher à leur Libye. C'est quand même 114 000 km², même si c'est surtout du désert. Mais on a aussi de nombreux autres exemples. Le plus célèbre, sans doute, c'est le troc entre le Maroc et le Congo, qui est réalisé en 1911 pour trouver une solution à l'affaire d'Agadir. Les Allemands nous laissent les mains libres au Maroc. En contrepartie, on leur donne une partie de notre Congo qu'ils vont rattacher à leur Cameroun. Mais on a d'autres exemples moins connus. En 1890, par exemple, Anglais et Allemands échangent l'île d'Heligoland au large des côtes allemandes contre l'île de Zanzibar au large de l'Afrique orientale allemande. Celle-ci revient aux Anglais et Heligoland revient à l'Allemagne. D'autres cas. En 1871, par exemple, les Anglais s'entendent avec les Hollandais, ils leur abandonnent un certain nombre de positions à Sumatra, en Indonésie, moyennant quoi, eh bien, les Hollandais renoncent à leur présence dans la Gold Coast, la Côte d'Or, qui deviendra plus tard le Ghana. Il y a encore d'autres cas. Les îles Samoa dans le Pacifique vont faire l'objet d'un accord qui va permettre aux Anglais de s'entendre avec les Allemands à propos des frontières du Togo allemand. On a encore mieux. La Gambie, qui est enclavée dans le Sénégal français, sous le Second Empire, les Français ont proposé de l'échanger aux Anglais contre notre présence sur la Côte d'Ivoire, sur la côte seulement à l'époque. En 1870, on leur proposera même le Gabon. Certains penseront leur laisser les fameux 5 comptoirs français des Indes pour récupérer cette fameuse Gambie. Finalement, cela ne se fera pas. Donc on le voit, tout ça se décide en Europe et parfois à travers des situations qui peuvent paraître un peu surprenantes. Il y a un autre élément qu'il faut évoquer, c'est ce qu'un historien de la colonisation appelait le vertige de la carte. Alors, on regarde la carte et puis à partir du moment où on occupe certaines positions, certains territoires, eh bien on projette au-delà ce contrôle territorial, géographique, comme si c'était une absolue nécessité. On a des cas de ce point de vue assez étonnants. Lord Cromer, par exemple, qui était résident anglais en Égypte, considérait qu'il fallait absolument s'imposer au Soudan, qui allait devenir le Soudan anglo-égyptien, parce que la sécurité de l'Égypte, l'existence même de l'Égypte sous contrôle anglais, exigeait que l'on contrôlât les sources du Nil. Bon, voilà, c'est une espèce de logique géographique un peu gratuite. On a quelque chose sans doute encore de plus surprenant. Le chancelier allemand Caprivi, qui a succédé à Bismarck, négocie avec les Anglais à propos de l'Afrique australe et obtient la création à l'est, au nord-est du sud-ouest africain allemand, la Namibie actuelle, de ce qu'on appelle la bande de Caprivi, qui est une espèce d'appendice territorial tout à fait surprenant sur la carte. Tout ça pour pouvoir toucher aux rives du Zambèze, parce que l'accès aux rives du Zambèze était considéré comme un objectif hautement recommandable. On ne voit pas trop pourquoi, puisque c'est en aval que se trouvent les fameuses chutes du Zambèze. Donc on ne voit pas trop l'intérêt de l'affaire.
On met aussi en avant parfois la nécessité d'accéder à la mer. C'est comme ça que le Congo belge, d'abord l'État indépendant du Congo de Léopold II, qui deviendra le Congo belge, ensuite la République démocratique du Congo, puis le Zaïre, puis qui redeviendra République démocratique du Congo, eh bien on va lui donner une façade maritime entre l'Angola et puis l'enclave portugaise de Cabinda. On trace les frontières pour qu'il puisse disposer d'une façade maritime, alors que ça ne correspond à aucune réalité ethnique historique. Sur toute cette partie de la côte, on a affaire à une population bien identifiée, c'est les populations Bakongo, qui ont même constitué un royaume à une certaine époque, donc il y a une identité là qui est en place, mais on n'en tient pas compte quand il s'agit d'avoir cette fameuse ouverture sur la mer. On se réfère parfois aux bassins fluviaux, aux lignes de partage des eaux. C'est comme ça que tout à fait par hasard, Léopold II va se retrouver en possession du Katanga, au sud-est de son Congo belge. À l'époque, il n'en voit pas trop l'intérêt. Ça se révélera une véritable roue africaine quelque temps plus tard. Et à l'inverse, il est au contraire fort mari que les Français s'emparent de la région du Kwilu-Nyari, dont on pense que c'est un Eldorado sur le plan des minerais. En fait, il n'y a rien du tout. Donc, vous voyez, les débats concernant ces frontières ou les motivations qui poussent à les tracer sont parfois assez surprenantes. On prétend parfois se fixer sur les frontières naturelles. Oui, ben, le Congo, ça ne marche pas parce qu'il y a un fleuve, certes, mais sur les deux rives, je le disais tout à l'heure, on a la même population. Les frontières naturelles, ça peuvent être des marais, des montagnes, par exemple, des zones un peu périphériques par rapport au cœur d'un territoire, mais très souvent, ce sont en fait des zones refuge pour diverses dissidences. Je pense aux montagnes du Tibesti par rapport au Tchad, qui ne vont pas manquer de poser des problèmes ensuite. Donc le recours à la frontière naturelle n'est pas non plus une solution. Dans les zones jugées désertiques ou peu habitées, on trace les frontières en suivant les parallèles et les méridiens. On voit la nature des frontières sur la carte de la Mauritanie, du Mali par exemple aujourd'hui, c'est pour le moins, ou du Niger, c'est pour le moins surprenant. Ces lignes transformées en frontières, ça ne tient pas compte par exemple de la diversité des populations qui peuvent se trouver enclavées dans un même territoire. Le Mali en fait la douloureuse expérience avec ses populations Touareg du Nord. Parfois on a tracé les frontières pour relier des colonies déjà existantes. On a voulu relier le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, plus tard le Dahomey français, en fixant les frontières au nord en conséquence. Alors au bout du compte, on aura parfois des résultats un peu surprenants. Sur la carte, le bloc français, l'Afrique du Nord, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, c'est tout à fait impressionnant, évidemment, par son étendue. Mais d'une part, c'est en grande partie vide, évidemment, ça correspond au Sahara. Puis d'autre part, on a créé des territoires largement artificiel, j'ai évoqué le Tchad, c'est vrai aussi pour le territoire de l'Oubangui-Chari, devenu la République centrafricaine, avec les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. C'est ainsi que quand on s'entend avec les Anglais pour fixer nos frontières dans ces régions, ils nous laissent les mains libres à Madagascar, moyennant quoi on trace un trait depuis la ville de Sey sur le Niger jusqu'à celle de Baroua dans la région du Tchad, et puis on fixe la frontière comme ça, sans tenir compte du tout des réalités du terrain, et un partage qui va d'ailleurs être extrêmement favorable évidemment aux Anglais. C'est à cette époque-là que les Anglais se frottent les mains en faisant valoir que le coq gaulois peut très bien s'user les ergots dans les sables du Sahara pendant qu'il récupère le gros de la mise avec ce qui deviendra leur fédération du Nigeria. Frontières, elles sont aussi le résultat de ce qu'on pourrait appeler les traités indigènes, c'est-à-dire ceux signés par un explorateur avec les rois clés locaux. Stanley, quand il est envoyé sur place par Léopold II dans l'État indépendant du Congo, va en conclure en très grand nombre. L'Allemand Peters fera la même chose en Afrique orientale. Les agents de la Compagnie royale du Niger britannique en feront autant sur le Bas-Niger et sur la Benoué, son affluent. Parfois, ce sera le résultat d'initiatives personnelles. Brazza, par exemple, va donner le Congo à la France et en créant sur cet immense territoire, qui est plus grand, bien sûr, que la métropole, en créant seulement 25 postes, avec à la tête de chaque poste un sergent de tirailleurs sénégalais. Et c'est comme ça qu'on va bâtir, en quelque sorte, à cette époque, un territoire. On aura des cas analogues avec les Allemands du Cameroun, soit en direction de l'ouest,
l'ouest vers la Benue, le Nigeria anglais, soit vers l'est en direction du Congo français. En tout cas, ces frontières coloniales qui ont été ainsi fixées, on le voit, de manière un petit peu inattendue parfois, elles n'ont rien à l'époque de définitif. En plus, elles peuvent varier en fonction des accords entre les puissances concernées. Elles peuvent être révisées. Il peut y avoir des échanges et des compensations. On a évoqué de nombreux cas. Or, la question, évidemment, c'est que ce seront des frontières qui seront celles des États indépendants ensuite. Oui, et donc elles sont sujettes peut-être à quelques modifications. Alors, on a fixé des règles du jeu à l'époque, on a essayé, ça a été surtout le fait de la conférence coloniale de Berlin, qui s'est réunie donc dans la capitale allemande de novembre 1884 à février 1885, qui s'est réunie cette conférence d'abord pour régler la question du Congo, le fameux État indépendant du Congo du roi de Belgique Léopold II. Il fallait lui fixer les frontières, il fallait surtout discuter de cette fameuse ouverture sur la mer que j'évoquais tout à l'heure, parce que les Portugais n'étaient pas contents. Ça coupait en deux les territoires qu'ils contrôlaient, ça créait l'enclave de Cabinda au nord de l'Angola. Les Portugais étaient mécontents, on n'en a pas tenu compte, le pauvre petit Portugal a été lâché par les Anglais dans cette affaire, et l'État indépendant du Congo a eu ces quelques dizaines de kilomètres de façade maritime qu'a conservé aujourd'hui le Congo ex-belge. Mais on a fixé aussi des règles à ce moment précis. Il était admis que quand une puissance européenne était présente sur la côte, elle pouvait s'avancer dans l'hinterland, dans l'arrière-pays, jusqu'à rencontrer une autre puissance déjà installée, moyennant quoi à ce moment-là on négociait pour fixer une frontière. C'est un petit peu cette conférence coloniale de Berlin qui a poser en quelque sorte les règles générales pour la fixation des frontières. Alors tout ça se faisant généralement au profit du plus fort. On voit par exemple les Anglais s'avancer à partir de l'Afrique australe, de leur colonie du Cap. Ils s'avancent dans le Bechuanaland, le futur Botswana, pour empêcher le sud-ouest africain allemand de se rapprocher des républiques bourgs, du Transvaal et de l'Orange. Parce que là, il y a une espèce de bloc germanique qui, évidemment, risque de remettre en cause la puissance anglaise dans cette région. De la même manière, les Anglais vont créer les deux Rhodésies, Rhodésie du Sud, Rhodésie du Nord, Zimbabwe et Zambie aujourd'hui, pour empêcher la fusion ou le rapprochement ou l'union entre l'Angola portugais vers l'Atlantique et le Mozambique portugais vers l'océan Indien. Donc, on le voit, ces frontières, elles sont fixées très souvent en fait en fonction du rapport des forces. Ces découpages ont un caractère tout à fait arbitraire, tout à fait circonstanciel, mais le problème, c'est que ces frontières sont devenues celles des États indépendants aujourd'hui. Oui. Parce qu'on a admis en quelque sorte lors des indépendances, et c'était surtout le fait des Français, que des territoires rassemblant des populations éventuellement diverses, qui avaient une histoire compliquée peut-être en amont, ça correspondait à de vieux antagonismes. Pensez aux nomades Toubou du nord du Tchad par rapport aux sédentaires noirs du sud, les premiers réduisaient les autres en esclavage. Créer un État dans ces conditions, ce n'était pas une chose gagnée d'avance, oui. Évidemment. Seulement, on s'est placé dans une conception territoriale de la nation, volontariste de la nation, jacobine de la nation, que l'on devait construire autour d'un projet politique sans tenir compte du tout des héritages antérieurs, des identités qui étaient en place, et sans tenir compte tout simplement de l'histoire. C'était fragile tout voilà. cela. Nous avions pourtant une expérience qui aurait dû nous dissuader de recourir à ce genre de procédé. C'est ce qui s'est passé après les traités de 1919 en Europe centrale et orientale. On a vu ce qu'est devenu la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, etc. Eh bien, on a recréé en Afrique quelque part, souvent, pas toujours, mais des États dont la viabilité n'était pas franchement évidente, sans tenir compte du tout de l'histoire précoloniale qui pourtant pèse d'un poids déterminant pour expliquer l'évolution des choses. C'est l'un des grands problèmes que va devoir affronter l'Afrique du XXIe siècle en cours de construction. Merci beaucoup Philippe.